cherche des solutions extrêmement modernes, extrêmement technologiques. Et en fait, le gros avantage de l'air intérieur par rapport à l'air extérieur, c'est qu'on a une solution très simple, c'est aérer. Et c'est vrai que ça réduit une grande partie des problématiques dans beaucoup de cas. Euh, donc nous, quand nous agissons sur l'air intérieur, c'est mon collègue Mathieu Isard, que certains d'entre vous ont peut-être pu croiser dans différents contextes, qui chez nous est spécialisé sur ces problématiques-là. Et on propose différents types d'accompagnement. Donc on a tout un accompagnement des collectivités dans les gestions des établissements recevant du public. Mais c'est vrai que là au plus, je ne vais pas m'attarder puisqu'il y a un document dans lequel justement Mathieu Isard a participé, pour lequel Mathieu Isard a participé et qui a été construit avec le réseau français des villes santé OMS, hein, donc qui est pour la planète, mais j'ai imprimé ce document, donc qui est accessible sur le site du réseau Ville Santé et qui fait une présentation assez claire de toute la réglementation et des actions qu'on peut faire. Donc on a tout un accompagnement, on a fait pas mal du coup dans la réglementation, dans l'autodiagnostic, la sensibilisation, la formation. On a ces éléments-là, des campagnes de mesure, notamment on a accompagné les politiques, les villes, les collectivités sur des crèches, sur des bus à haut niveau de service, pour voir l'impact sur les bâtiments, sur les écoles, donc qui font des éléments-là, des expertises bâtiments qui sont dans des environnements, justement, quelquefois on n'est pas assez, d'accord, je vais aller beaucoup plus vite, assez en amont des projets, et justement quand il y a des crèches qui sont construites à côté d'autoroutes, après on a certaines problématiques. Donc on fait pas mal d'études, notamment, là on a été sollicité du côté de la Ciotat sur une crèche qui était proche d'un fabricant de piscine avec des problèmes de styrène. Donc on peut intervenir, faire des campagnes de mesure. Juste, puisque je n'ai plus que 3 minutes, vous parlez d'un travail qu'on a fait qui est intéressant parce qu'il a été fait en partenariat avec plusieurs acteurs, qui est l'étude Isaac. Donc, qui est une étude qui a été menée sur 17 écoles de la ville de Marseille. C'est intéressant parce qu'on l'a fait donc avec le professeur Charpak qui est là. Excusez-moi. Oui, oui, qui est là avec nous et avec la ville, pardon, avec la ville de Marseille. Donc, avec une partie, pardon, Charpin, avec la partie épidémiologique qui a été menée par justement le côté santé. Nous, on a mené une campagne de mesures extérieures et intérieures. Avec justement, on a pu évaluer l'impact de la proximité par rapport aux axes. On avait, sur les 17 écoles qu'on a fait dans la ville de Marseille, une partie qui était dans le centre-ville de Marseille, donc beaucoup plus impactée par la pollution automobile, et une partie dans les quartiers sud qui sont moins impactés. On a pu voir un peu ces effets-là. Mais je trouve qu'il est intéressant, c'est que justement, on a pu accompagner la mise en place de la réglementation avec la publication de ces résultats, une prise en compte des résultats et de la sensibilisation. La sensibilisation avec des appareils et des équipes qui sont venues avec des capteurs CO2 tout simples. Là, c'est un autre type de dispositif qu'on a conçu avec notre Fab Lab qui permet justement de sensibiliser, de rendre visible l'invisible. Donc on a pu aller dans les classes avec des associations qu'on a formées qui ont pu travailler avec les équipes et qui ont pu justement travailler sur à la fois les équipes. Je sais que la ville de Marseille a travaillé en amont avec le personnel pour l'entretien. On a pu travailler avec les professeurs et c'est ensemble qu'on peut changer les choses. Parce que mesurer est important. Il y a un certain nombre de situations où on peut justement trouver des problématiques particulières auxquelles il faut trouver des solutions. Mais ce qu'on a pu observer dans les mesures qu'on a fait, c'est que les mesures simples d'aération et de travail avec l'équipe d'entretien ont des effets immédiats. Et dans la grande étude qu'on a pu mener, l'étude Isaac, on a relevé quelques dépassements. On a des dépassements par rapport aux valeurs de NO2 en air intérieur, OPM, mais qui ne sont pas forcément très importants. On a quelques petites problématiques de formaldéhyde, mais par contre, on a des problématiques de confinement qui sont importantes. Et pour ça, c'est l'accompagnement et le travail en équipe, nous, experts de qualité de l'air, avec les experts santé et avec la ville et les équipes enseignantes. Donc voilà, j'ai essayé de faire court. Juste, notre appareil là, qu'on appelle le modulaire, c'est un appareil sur notre site internet, il est en open source. C'est un système qu'on a fait qui combine des capteurs intégrés et un système qui va se géolocaliser pour les taper dans nos données de modélisation pour la qualité de l'air. Donc c'est un système
que vous pouvez télécharger et adapter, qu'on essaye de développer. C'est open source, on a un GitHub, donc sur le site d'Atmocide, et puis je pourrai répondre à vos questions par rapport à ça. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, veuillez excuser l'état déplorable de mes lunettes. J'ai eu un petit accident ce matin, j'ai dû faire une réparation de fortune. Voilà. Je ne suis ni une infirmière, ni un médecin, donc, et ni un scientifique non plus, donc j'espère que vous croirez dans la véracité de mes propos. Je suis quand même ingénieur et communicant, donc je vais essayer en 7 minutes d'être un petit peu communicant. À l'issue de ces 7 minutes, il y a 3 idées que je voudrais que vous reteniez. Il y a beaucoup d'informations dans une journée comme celle-ci. J'aimerais que vous reteniez que l'acoustique, c'est un véritable enjeu de santé publique notamment. La qualité acoustique des espaces intérieurs notamment, c'est un véritable enjeu. Deuxième notion qu'il faudrait retenir, c'est que l'acoustique n'est pas forcément complexe. On n'est pas obligé d'être acousticien pour faire des choses intéressantes et maîtriser la qualité acoustique de nos espaces. Et je vais détailler ensuite. Et troisième idée, je voudrais souligner le caractère transversal et donc très riche, très interdisciplinaire de l'acoustique. Je vais prendre un exemple concret. Cette salle, nous sommes dans un local d'enseignement, puisque nous sommes à l'université. Donc on s'intéresse aux usages. Ici, il faut qu'il y ait l'intelligibilité de la parole. Alors, à votre avis, comment s'est-on débrouillé pour que la parole soit... Certes, c'est sonorisé, mais donc on a une transdisciplinarité, une interdisciplinarité qui est intéressante. On a un format de la salle en forum. On a repris le principe des arènes romaine, donc qui fait que le son monte jusqu'aux derniers occupants. Et là, on conjugue un impératif d'accès visuel à ce qui se passe sur l'estrade et puis d'acoustique. En termes de matériaux, on n'a pas grand-chose finalement pour maîtriser la réverbération. Ah si, on a un produit là qui est un produit technique. Vous voyez les petits trous dans la paroi et puis dans le plafond. Les petits trous avec la laine minérale qui est située derrière les plaques de plâtre perforées. C'est un produit technique. Chaque petit trou, c'est un résonateur de Helmholtz, donc qui fait appel à un principe physique. Et chaque trou, en fait, est dimensionné. La taille du trou, elle est dimensionnée pour justement... absorber la fréquence de la parole, et donc un produit technique peu cher et qui allie un impératif d'esthétique et d'acoustique. Et qu'est-ce qu'on a encore comme produit technique pas très cher et qui allie un impératif de confort et puis d'acoustique? On a les sièges qui sont très moelleux, très absorbants, et qui donc permettent de maîtriser la réverbération et puis d'être confortablement assis. Donc voilà, juste un petit exemple pour montrer que parfois il y a un bon sens acoustique qu'on peut recruter, auquel on peut faire appel, et qui permet de faire des choses pas forcément très chères, mais d'atteindre les objectifs qui sont dictés par l'usage de l'espace. Alors j'ai dit au début que l'acoustique c'est un vrai enjeu, effectivement. Le Conseil national du bruit, en 2016, a fait l'exercice d'évaluer le coût social du bruit en France. Ce coût social, il est élevé, ne serait-ce que pour les défauts d'apprentissage. Le Conseil national du bruit est arrivé à un résultat de 7 milliards d'euros par an, en considérant que le bruit était responsable de 20% des défauts d'apprentissage, ce qui est probablement sous-estimé. 7 milliards d'euros pour le retard d'apprentissage dans les établissements scolaires. Le bruit en milieu professionnel, l'exposition au bruit, 18 milliards. En accidentologie, en
en problème de productivité au travail. Et quand on ajoute le bruit des transports, quand on ajoute le stress dû au bruit de voisinage, quand on ajoute les surdités professionnelles, quand on ajoute tout ça, on arrive à 57 milliards d'euros par an. C'est le coût de ne rien faire. Ça coûte 3 points de PIB, PIB 2015, à la collectivité de ne pas prendre en compte la qualité de l'environnement sonore. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique notamment. Et pourtant, ce n'est pas forcément complexe. On vient de souligner que la France est un pays riche. On a les moyens de faire des choses. Pourtant, on a encore des cantines. La majorité des cantines en France, des locaux de restauration scolaire en France, dans les écoles, connaissent des niveaux sonores qui sont ceux qu'on connaît dans des ateliers industriels. Alors, ensuite, pourtant, comme je disais, les solutions les meilleures ne sont pas toujours les plus sophistiquées. Ça ne veut pas dire que c'est toujours simple. C'est une affaire de technique, comme je disais. On a des produits techniques, mais c'est aussi une affaire d'éducation. Dans une cantine scolaire, on peut sensibiliser les enfants à la nécessité de parler moins fort. Il y a plusieurs façons de le faire. Mettre plus de surveillants ou profiter d'un message de sensibilisation sur l'alimentation, sur le goût, pour asseoir une personne à la table et du coup passer un message de sensibilisation au bruit. Lorsque c'est pris en amont, c'est pas forcément coûteux. Et en plus, on peut faire des synergies avec d'autres enjeux, notamment la qualité de l'air. Une entrée d'air acoustique, c'est quelques dizaines d'euros. Alors que ça permet de conjuguer les débits hygiéniques et puis de ne pas faire rentrer les bruits extérieurs. Donc c'est une discipline transversale, comme je disais, qui nécessite une bonne coordination avec l'architecte, les bureaux d'études structure, la ventilation, le chauffage, l'environnement, la maintenance, la sécurité, l'économie. Mais justement, ça permet de bénéficier de décibels gratuits. On peut faire à la fois thermique et acoustique pour pas très cher. Le surcoût d'un vitrage à la fois thermique et acoustique, c'est 15% sur le matériel. Donc une fois posé, c'est très certainement de l'ordre de la moitié. Alors il faut se poser la question des usages, bien sûr. Il faut réfléchir entre la parole, la musique, la confidentialité, le travail, la détente, le repos. Ce n'est pas les mêmes usages, donc on n'a pas les mêmes objectifs. Mais comme je disais, on a des produits qui permettent d'atteindre ces objectifs. Donc, je ne sais pas où j'en suis. Charlotte, j'ai terminé. J'avais prévu un petit développement concret sur comment maîtriser le bruit dans une cantine. Ça pourrait être mis en ligne. On a du temps d'échange ensuite. D'accord. Voilà. Donc, l'acoustique, c'est formidable. Ça ne coûte pas forcément très cher. Ça oblige à parler avec les autres disciplines. Et c'est un véritable enjeu. Merci pour votre attention. Merci. Donc, Sophie Pamiès, je suis le médecin directeur du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Lyon. Et j'ai la lourde responsabilité de parler au nom de l'ensemble des services communaux d'hygiène et de santé, donc sous le regard de mes collègues techniciens et des élus qui nous accompagnent dans notre rôle. Voilà, j'ai passé l'âge de faire les choses à l'arrache, mais je l'ai quand même fait. Alors je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de relire les titres de mes diapositives. Il y a des erreurs, on va dire des erreurs de frappe, non pas des erreurs d'orthographe, se sont glissées. Donc je vous prie de m'excuser pour ces maladresses. Donc c'est moi qui suis aux manettes, ça marche, voilà. Donc je ne peux pas parler des services communaux d'hygiène et de santé sans vous replonger dans le 19e siècle, parce que c'est le siècle où ils sont nés, ces bureaux d'hygiène, et ils sont nés de la volonté d'élus locaux.
bien avant que l'État s'empare de la question avec la première loi de santé publique, la loi du 15 février 1902. Et je remercie Strasbourg, les archives municipales de Strasbourg qui ont mis en ligne un fonds de photographie forcément intéressant. Et là, c'est une chambre de la région Alsace qui nous montre effectivement ce qu'on considérait à l'époque comme des taudis, ou en tout cas un logement insalubre. Et c'est ce constat-là qui a fait que les élus ont décidé de créer des services spécialisés dans la lutte contre l'insalubrité. Il faut dire que nos pauvres élus du 19e siècle, ils avaient fort à faire, puisqu'ils devaient lutter contre le choléra, en sachant pas grand-chose du choléra, lutter contre la typhoïde et tout un lot de maladies infectieuses. Et donc leur enjeu, c'était vraiment lutter contre les maladies infectieuses, assainir l'environnement de vie des habitants et mettre en place des services ad hoc. Et sont nés à ce moment-là les ingénieurs chargés d'assainir les villes. Je vous conseille, si vous êtes curieux, de lire la thèse d'un Lyonnais, forcément, je suis chauvine, qui s'appelle Stéphane Friou et qui a fait un ouvrage qui s'appelle « Les réseaux de la modernité, amélioration de l'environnement et diffusion de l'innovation dans la France urbaine ». Vous verrez que les raccourcis de l'histoire sont fabuleux parce que j'ai l'impression qu'avec le réseau des villes santé OMS, on continue à faire la même chose. On continue à échanger nos pratiques et on continue à faire émerger de l'innovation de nos territoires. On n'attend pas que ça vienne d'ailleurs. Donc, le bureau d'hygiène a évolué et est devenu, lors des lois de décentralisation, les services communaux d'hygiène et de santé. Ça, c'est une photo prise par un des inspecteurs salubrité de la ville de Lyon. Je trouvais qu'il y avait un parallélisme. On est au XXIe siècle, on a toujours une chambre avec beaucoup de lits, bien encombrés. L'enjeu, c'est peut-être pas les maladies infectieuses, là, mais c'est vraiment toujours la qualité de l'environnement intérieur. J'ai pas la possibilité de zoomer, mais les murs sont pleins de moisissures. Voilà, elle est toujours pas très bien éclairée, on a l'électricité en pleine journée, elle est encombrée, elle est très peu chauffée, il y a un tout petit dispositif de chauffage, probablement très mal isolé, très froide en hiver, très chaude en été, et très confinée. Donc, les services communaux d'hygiène et de santé, ils ont à voir, bien évidemment, avec la qualité de l'environnement intérieur et une étude, alors un autre rapport qui est un peu ancien, alors pour une fois je vais chanter les louanges de l'IGAS, qui avait fait un rapport en 2009 pour faire le point et l'état des lieux des services communaux d'hygiène et de santé. Ce rapport est extrêmement bien fait, je trouve, je l'ai relu pour les préparations de cette intervention, et qui rappelle que le cœur de métier des services communaux d'hygiène et de santé, c'est vraiment l'habitat, donc le logement et l'environnement du logement. Il ne faut pas s'arrêter à ça parce que là, actuellement, on vit des enjeux importants. Vous allez voir sur la diapo suivante qu'on ne fait pas que s'occuper de l'habitat et qu'on a vraiment une approche de santé globale autour des habitants et avec les habitants. Ici, vous avez deux maisons. C'est deux outils que nous avons mis au point avec mes collaboratrices pour parler de ce qu'on fait. Rien ne vaut le choc des images. C'est plus rapide qu'un long discours. À gauche, vous avez la maison qui a été mise au point par le service santé-environnement. Florence Pradier, ici présente, dirige ce service et vous parlera de qualité d'air intérieur cet après-midi en atelier, où on a remis à peu près tous les sujets dont nous nous occupons à Lyon. Alors effectivement, Lyon, c'est la dernière rapport d'inspection me l'a pointé très fortement. On a beaucoup de chance, on a un gros service, on est plus de 40. On a pu avoir la possibilité de spécialiser nos inspecteurs sur des thématiques, mais des SCHS de taille plus restreinte ont des inspecteurs qui ont plusieurs compétences, qui sont plus polyvalents, mais ils arrivent à traiter un grand nombre de ces sujets. Donc la qualité de l'environnement intérieur, vous avez deux types de maisons à gauche et aussi, on peut dire que ça représente globalement les établissements qui reçoivent du public. Et beaucoup de SCHS, beaucoup de directions de la santé dans les villes ont pris en main la question d'offrir, avec les autres directions, c'est un travail transversal, des établissements municipaux qui accueillent un public souvent vulnérable par leur âge, les enfants, les très jeunes enfants,
mais aussi les personnes âgées, et d'aller vers une qualité environnementale de ces établissements. Donc je passerai vite, mais vous avez les salles de classe, voilà. Et on s'occupe également aussi dans tout le bâti d'aller vers un bâti sain, favorable à la santé. On s'occupe de questions comme la mérule, mais je pourrais répondre aux questions plus précises, le radon, la légionnelle, etc. Donc un corpus de textes réglementaires qui nous oblige à aller vers une qualité meilleure, mais qui nous permettent d'aller encore plus loin pour travailler avec les autres et faire en sorte d'aller vers des bâtiments favorables à la santé. La maison de droite, c'est un autre service, c'est l'hygiène urbaine, qui s'occupe plus de l'application des pouvoirs de police du maire. C'est très schématique ce que je vous dis, mais je pourrais répondre aux questions. Donc les maires, avant même l'existence de réglementations départementales ou nationales, avaient la possibilité de créer des règlements sanitaires municipaux. Maintenant, on applique un règlement sanitaire départemental. C'est un outil merveilleux. Une minute. C'est un outil merveilleux qui nous permet de veiller sur la bonne qualité de l'habitat privé, de mettre en demeure les propriétaires, de maintenir en état leur habitat. Donc les propriétaires privés, mais aussi les bailleurs sociaux, on travaille avec eux pour offrir une qualité importante de l'environnement intérieur. Donc ça, je passe très rapidement, mais pour faire tout ça, effectivement, les SCHS, ça vous offre, à vous, élus, dans les villes où vous avez la chance d'avoir un SCHS, un ensemble d'expertises qui sont assez variées et une très bonne connaissance des milieux de vie urbains. On est spécialisé dans cette approche-là. Pour les SCHS qui sont plus ruraux, ils ont aussi la connaissance de leur territoire. Je n'insisterai pas plus là-dessus. Je voulais finir pour mettre en perspective. Je vous ai dit que les bureaux d'hygiène, ils ont été créés pour faire face aux maladies infectieuses. On est dans un monde qui bouge. Et donc, on a à faire face maintenant sur de nouveaux enjeux. Les nouvelles formes d'insalubrité. En haut à gauche, vous avez la photo d'un logement, il est tout propre. Hein, il est repeint, il est bien, c'est moderne. Sauf que c'est un placard. Et qu'on fait vivre des gens dans un placard. Et effectivement, ça a un impact sur leur santé mentale. Ils peuvent recevoir personne. Ils sont obligés d'enjamber le canapé pour monter à l'échelle pour aller à leur salle de bain et dans leur chambre. Voilà. Et ils ne peuvent pas aller de leur salle de bain à leur chambre sans tomber dans le trou. Enfin, voilà. C'est compliqué. On a aussi, avec les changements climatiques, des nouvelles petits hôtes, petits colocataires de nos logements, punaises de lit, mais on a aussi les moustiques, on a ici, etc. On doit s'adapter à ces enjeux-là. Le changement climatique, on ne peut plus aborder un logement sans penser à la qualité d'isolation de ce logement, sans penser à comment ça fonctionne en période de forte chaleur, comment ça fonctionne en période hivernale. On a des populations particulièrement vulnérables dans ces logements-là, des familles, on a un entassement de familles, de très jeunes bébés, des personnes âgées, des personnes handicapées qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs et qui subissent. On a aussi modifié nos façons d'habiter. Je vais à toute allure, mais je termine mes photos. On pollue nous-mêmes nos environnements. Donc effectivement, toutes les démarches qui visent à prendre conscience et à modifier nos comportements sont importants. Et aussi à contrecarrer les fausses vérités qu'on vous assène dans les médias, etc. L'isolation des logements, je n'en reparlerai pas. Et puis toutes les mauvaises bonnes solutions, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chauffage, on veut avoir chaud, on utilise un chauffage d'appoint qui est défaillant, qui va générer une intoxication au monoxyde de carbone. J'en ai fini.